Je m'appelle Stéphanie Leit et je suis spécialiste du programme dans l'unité de programme et de formation à l'IPE Paris en France. Donc, notre webinaire fait partie de toute une série de webinaires et sur l'utilisation des données sur l'utilisation des données d'évaluation d'héritage pour suivre le progrès de l'ODD. Donc, ce programme a commencé en mars. Il y a 38 participants de pas mal de pays. Je vois quelques noms des participants qui sont présents parmi nous. Et pendant ce cours, en fait, il y a deux aspects. D'abord, il s'agit d'évaluer la fiabilité et la validité des études et des évaluations internationales. Donc, nous penchons sur les différentes sortes d'évaluations avec les participants pour mesurer les résultats d'apprentissage. Et nous réfléchissons sur l'utilisation des données produites lors de ces études et aussi quels sont les différents obstacles qui peuvent empêcher l'utilisation des données à des fins politiques. Donc, voici l'objectif de ce webinaire aujourd'hui. Et nous avons décidé d'ouvrir ce webinaire à l'auditoire de l'IPE. J'ai invité Eva Rodonité pour présenter les récents résultats du programme de l'IPE sur les facteurs qui peuvent empêcher l'utilisation des données dans les cycles de planification. Mais avant de donner la parole à Eva, il y aura Béatrice Ponte, notre chef de formation, qui va prononcer quelques propos d'accueil. Béatrice, vous avez la parole. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Eva. Merci à tout le monde d'être inscrit à ce webinaire. Nous vous souhaitons de bienvenue et nous sommes vraiment contents de vous voir tous qui sont venus de contrées lointaines. C'est vraiment en fait un webinaire global. On a eu vraiment des inscriptions de partout dans le monde, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Donc nous félicitons cette opportunité. Donc, l'utilisation des données des évaluations d'apprentissage attire beaucoup de monde pendant cette crise d'apprentissage. Donc, il s'agit de comprendre les résultats du système éducatif. Comment mesurons-nous ce qu'apprennent les étudiants et est-ce qu'ils apprennent? C'est une question clé pour nous parce que nous renforçons les capacités des planificateurs et pour les planificateurs, c'est vraiment en fait le cœur du sujet lorsqu'ils soutiennent leur système éducatif. Donc, nous voulons que nos planificateurs comprennent comment se déroule l'apprentissage à différents niveaux, local, régional et international, et pour que nous puissions améliorer et soutenir l'éducation pour les enfants partout dans le monde. Ce webinaire ouvert fait partie de notre offre de formation l'IPE pour les planificateurs et les décideurs partout dans le monde. Pour nous, l'objectif principal est de développer et de renforcer la capacité des planificateurs et des décideurs à l'échelle internationale. Nous avons différents programmes. Aujourd'hui, c'est un webinaire ouvert qui fait partie d'un programme que Stéphanie nous a présenté. Et nous avons beaucoup d'autres cours qui se focalisent sur le renforcement des compétences destinées à des gens qui travaillent au ministère et à d'autres acteurs comme ceux qui travaillent dans les terrains, dans la Banque mondiale et dans les différents postes. Il s'agit de s'assurer que ceux qui sont impliqués dans la planification ont les compétences nécessaires pour faire le développement. Et donc, nous avons des programmes en hybride et nous avons des programmes en ligne. Nous avons également des programmes sur la planification sensible
la crise et nous avons beaucoup d'autres programmes également. C'est vraiment un moment passionnant pour nous parce que nous sommes en train de développer une académie mondiale qui sera lancée l'année prochaine, pardon. Et nous allons en fait regrouper tous les programmes offerts par les 3 bureaux. Nous avons 3 bureaux euh, à Buenos Aires, à Dakar et à Paris. Donc, nous allons en fait offrir une formation sous forme modulaire pour que vous puissiez en fait prendre des cours, les regrouper et ainsi obtenir un diplôme. Donc, restez à l'écoute de ce que nous avons à vous offrir. Donc, nous nous focalisons beaucoup sur les hommes. Nous faisons la formation en ligne, nous faisons également beaucoup d'innovation avec la technologie. Le cœur, par contre, de nos formations, c'est les personnes et ce qui nous différencie dans notre approche d'apprentissage en ligne. Nous engageons avec nos apprenants, nous suivons nos participants pour s'assurer qu'ils apprennent, pour qu'ils progressent et pour qu'ils puissent finir. Par exemple, dans notre programme de 9 mois sur la planification sectorielle, il y avait un groupe de apprenants et il y avait juste un décrochage et il y avait un taux de réussite de 95% après 9 mois de cours en ligne. Donc, nous estimons que ce projet a été couronné de succès et ainsi, ils ont vraiment pu utiliser ce qu'ils ont appris dans leur quotidien. Donc, sans tarder, je vous remercie d'être là parmi nous. Nous attendons avec impatience ce webinaire, la présentation d'Eva et de vous donner beaucoup d'occasions pour faire la formation avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Béatrice. Je vais dire quelques mots en français. Je vais rappeler que ce webinaire global, comme a dit Béatrice, est enregistré, donc sera mis à disposition de notre audience. On vous enverra les liens vers la version française et vers la version anglaise. Donc, je vais vous présenter Yeva, qui est une ancienne collègue de l'IPE, qui aujourd'hui est chercheuse au sein de l'UNICEF Innocenti, au Centre mondial de la recherche et de la perspective. Et elle fait partie de la recherche Data Must Speak sur les modèles positifs. Auparavant, Yeva a travaillé à peu près 6 ans à l'IPE, on était au même étage. Et donc, ces activités de recherche, et je ne fais pas d'erreur, excuse-moi Yeva si je fais des erreurs, c'est tout ce qui est lié à l'enseignement et aux apprentissages. Et surtout, elle a coordonné un programme extrêmement important de l'IPE sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages et contribué aussi au portail de l'apprentissage de l'IPE. Alors, toutes ces informations-là, nous les mettons en lien sur le chat. Voilà. Alors, donc je suis très heureuse d'accueillir Yeva et surtout parce qu'il y a un moment important aujourd'hui, puisque c'est avec le lancement de sa publication qui regroupe la synthèse de toute sa recherche, si je ne fais pas d'erreur, de toute sa recherche qualitative auprès de 6 pays d'Afrique subsaharienne. Alors, je ne vais pas tout vous dévoiler, Yeva va nous expliquer tout cela. Sur comment utiliser les données issues des grandes études sur les apprentissages. Il ne suffit pas simplement de collecter de bonnes données, d'avoir des bonnes données, mais il faut aussi les utiliser pour la planification. Et c'est là que la recherche de Yeva est extrêmement intéressante et très pertinente, surtout aujourd'hui, puisqu'elle démontre tous ces facteurs qui font obstacle en fait à l'utilisation de ces données. Et je suis sûre que ce qui est reflété par la recherche, ce que vous allez écouter et ce que j'ai pu aussi lire de ces recherches de Yeva, certes, ce sont des recherches menées en Afrique subsaharienne, mais qui nous concernent tous. Je veux dire, moi-même qui suis franco-portugaise, je m'y retrouve aussi dans ces résultats de recherche. Voilà. Alors, un petit rappel, si vous avez des questions, utilisez plutôt la boîte questions et réponses, Q&A. N'utilisez pas le chat. Et après la présentation de Yeva, qui sera interactive, car nous avons proposé aussi des petites questions de sondage pour vous, il y aura une petite séance de réponses. Donc, je vais sélectionner des questions que vous aurez posées sur le chat. Voilà, merci beaucoup. Je te laisse la parole, Yeva. Back to you, Yeva. Et merci. Thank you so much. Thank you so much, Stephanie.
I'm really happy to Merci be beaucoup, here. Stéphanie. Je suis vraiment ravi d'être là parmi vous et de partager le travail de recherche sur l'utilisation des données d'évaluation des apprentissages. C'est vraiment un mois très important pour ce programme de recherche parce que la publication a été lancée en français et ce qui a finalisé la publication de ce programme. Et donc, il faut se pencher un peu sur les résultats. Donc, permettez-moi maintenant de partager ma présentation. Okay, can everyone Bon, est-ce see que my tout le screen? monde Is it peut voir mon écran? perfect? Yes. So in today's presentation, we'll first of all Donc, look at why it is nous so allons incredibly d'abord difficult to study voir utilization pourquoi using est-ce qu'il Wikipedia. est difficile de Then faire I de la will recherche sur tell you les more données about the UNESCO study. d'évaluation des apprentissages. And after Ensuite, je that, vais vous we'll parler dive plus directly sur into l'étude de the l'IP heart of the l'UNESCO. subject, and Et we'll ensuite, on analyze a ira au number of cœur du factors sujet. that Nous led allons to this analyser les facteurs qui evaluation. impactent So l'utilisation now des I'm données going to d'apprentissage. the next slide On va maintenant passer à la prochaine and diapo start with what et does on it va mean to commencer use avec ce que Wikipedia ça veut more dire generally. So a d'utiliser definition les that données de we façon use plus as générale. researchers La that définition qu'on emphasize that utilisons the use of sur learning ce data is projet a process by souligne que which l'utilisation des données policymakers and d'apprentissage scientists renvoie au that processus review data permettant aux décideurs et aux analyze and planificateurs de engage tenir with these compte de ces data données, when de les conducting analyser planning et de s'y activities impliquer and developing activement au cours de leurs policies. activités de So this planification distinction et does l'élaboration des not politiques. Donc, limit cela making inclut, mais decisions ce n'est pas once the assessment limité phase. de And so prendre des already from this décisions en fonction des definition, résultats you see d'évaluation. Donc why déjà, à it is partir de définitions, so vous pouvez voir difficult to pourquoi study est-ce qu'il this. est si Because difficile there are d'étudier so ce many ways to processus, use car il y a data in an plusieurs educational façons data, and that depends d'engager avec on les données. personal experience. Et c'est vraiment une Why it's expérience très so personnelle. difficult to analyze Et c'est pour ça qu'il est from très that. difficile d'analyser So ces données à une running échelle the plus grande. literature review Donc, phase, in addition à to partir de statistics, l'étude we de la also littérature, nous noticed that there avons has également been remarqué very qu'il y often a quite eu a linear en understanding fait une of compréhension très so now next linéaire slide, de the next l'utilisation des slide. données. Donc, la prochaine diapo, So s'il vous plaît. we've very often seen this Donc, narrative that as long as countries participate jusqu'à in ce que large-scale assessments les pays and there is participent à des reliable évaluations and à good grande quality échelle data that's et il y presented and a des available to données the fiables government, de bonne there are qualité qui very sont good chances that disponibles, government and il y a other de fortes parties will chances que les consider gouvernements et les analyzing and acteurs engage with tiennent these compte de data ces and données, even les use analysent et s'y impliquent data. activement et vont prendre des And so we décisions en wanted fonction de to ces données. question this Donc, first nous because voulons en we've fait seen remettre en already in the question ces literature that there are processus. Nous avons some déjà ways vu that qu'il y a pas mal de really choses dans la disrupt littérature disrupt qui that can perturbent understand. ce chemin. And if we only focus on Et the si nous availability nous of data, focalisons sur la very disponibilité often de we données, stay dans at ce this stage. cas-là, We nous usually restons pay à cette attention on the étape. reliability and validity of data, which are of course very important. Et il But y a then d'autres aspects qui the sont other très factors importants, that mais intervene in the use of les data d'autres éléments qui are sometimes interviennent dans overlooked. l'utilisation des So données we'll sont en first of fait all mis à look into l'écart. the reasons of Do- why countries Les raisons join large-scale pourquoi les assessments and pays sometimes do not include participent their willingness to aux use évaluations grande échelle decision-making ne sont their pas candidates. inclus. All sorts of Et other reasons il y can a play in a d'autres role, and then raisons pour policymaking participer. and Et les planning are décideurs also very complex and la prise non-linear processes. et la And planification how sont des we processus do très that linéaires. is Et definitely comment les very complex. données So we s'insèrent wanted dans to ce study processus est très complexe. all Donc, of nous these elements voulions and en fait why étudier we tous ces éléments et c'est conclude pour ça que this, nous avons which are the créé use of le learning programme de recherche de data l'IPE sur as l'utilisation des was données implemented in d'évaluation sub-Saharan des countries. apprentissages qui a été mis en place And en we 6 looked at pays the use subsahariens. of Et national, regional, and international nous large-scale avons assessments, as well as étudié open-ended citywide l'utilisation assessments. d'EGMA, And ERGMA we et see that des we have not only évaluations à seen grande échelle. the use Donc, of evaluation results, but we nous ne sommes pas analyzed penchés sur how l'utilisation evaluation results may des interact résultats d'examen, mais with nous avons other vu assessments. comment est-ce que cela peut So interagir let's avec start with d'autres the évaluations. basics Donc, first l'objectif and global de cette how to étude est de sustainably comprendre use comment data améliorer de façon and durable l'utilisation unlimited des access données to d'évaluation data. d'apprentissage, And we parce also qu'il y wanted a to beaucoup de raise données awareness disponibles about the et nous complex souhaitons dynamics également that are involved in attirer l'attention developing sur these les dynamiques overlooked complexes, indicators. ce qui est Now souvent oublié specifically, dans la we wanted littérature. to look at the
Nous voulions également nous pencher sur le cadre réglementaire existant sur les données d'évaluation et comment les pays conçoivent leur système. Et ensuite, nous voulions voir comment les pays utilisent ces données dans les différentes phases du cycle de planification et ensuite, quels sont les facteurs qui mènent à l'utilisation effective des données. Donc, nous allons nous focaliser sur la troisième question de recherche. Donc, on va maintenant voir la diapo la suivante et très brièvement pour définir le contexte. Cette étude vise à comprendre comment les pays utilisent les données tout au long du cycle de planification. L'IPE travaille beaucoup pendant ces phases et c'est vraiment en fait une séquence très importante dans plusieurs pays. La recherche a également inclus de la politique générale qui est très important à dire, même si on ne va pas analyser ces éléments en profondeur, on va dire que la recherche a montré que ces données ne sont pas en fait utilisées à leur plein potentiel et dans certaines phases sont plus importantes que les autres, comme l'évaluation, le diagnostic sectoriel et aussi le suivi et l'évaluation. Donc, pour davantage de détails, je vous demande de vous référer à la publication. Nous avons également étudié toute une liste de facteurs qui peuvent impacter l'utilisation des données. Certains facteurs vont être nous avons exploré certains facteurs dès le début et d'autres se sont apparus en cours du chemin. Nous allons nous focaliser sur des groupes spécifiques et il y a aussi d'autres facteurs qui sont analysés dans la publication de l'IPE. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les politiques d'évaluation, de la diffusion de ces données et aussi l'économie politique des acteurs qui étaient vraiment en fait au cœur de cette étude de recherche. Donc, on va commencer avec les politiques d'évaluation. Quand on a mené cette recherche, il est important de dire que les données ont été recueillies entre 2015 et 2020. Et certaines choses ont peut-être changé, mais très souvent, les pays n'avaient pas de politique d'évaluation en place. 4 sur 6 n'avaient pas de politique d'évaluation en place, même si tous les pays envisageaient de les développer à l'avenir. Et nous avons également vu que très souvent, il y avait des évaluations qui n'étaient pas tout à fait cohérentes. L'articulation n'était pas cohérente et nous avons étudié les liens entre les deux. Un des participants a suggéré que tout, tout était considéré comme étant des projets externes. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de politique d'évaluation, mais par conséquent, il est très difficile de développer une telle politique une fois que ces évaluations sont déjà en place. Et la littérature et notre recherche a démontré que les politiques d'évaluation ont un potentiel très fort pour améliorer les systèmes d'évaluation en fournissant la vision stratégique au système d'évaluation et d'indiquer clairement ce que le système essaie d'atteindre. Donc, il y avait 2 pays dans ce projet qui ont développé des politiques d'évaluation réussies et c'était des exemples positifs pour nous pour mieux explorer quels sont les éléments qui sont importants pour développer une politique réussie. Nous avons vu que le processus de développer doit être très inclusif et il faut aussi prendre en compte les différents acteurs parce que il faut faire de la sensibilisation, il faut attiser la curiosité, mais et aussi solliciter la contribution de tous les acteurs. Nous avons également vu que la diffusion des politiques est très, très importante pour sa mise en œuvre. Par exemple, en Zambie, le cadre national d'apprentissage a été développé, mais ça n'a pas été diffusé à grande échelle, qui a mis à mal sa mise en œuvre. Et nous avons vu que les 2 pays, la Gambie et la Zambie,
ont aligné leur politique avec d'autres cadres réglementaires, surtout ceux qui lient le programme scolaire et les politiques des enseignants, et aussi à des stratégies plus d'éducatives beaucoup plus larges, ce qui était très réussi et ce qui a vraiment, en fait, permis de situer les politiques d'évaluation dans le contexte, dans le paysage d'éducation. Donc, on va voir une question de sondage et on va vous entendre sur les politiques d'évaluation dans vos pays et on va voir s'il y a en fait une correspondance avec notre recherche. Donc, je vais donner la parole maintenant à Moranta qui va nous guider et qui va administrer le sondage. Merci beaucoup, Yeva. Voilà, donc on va passer sur Mentimeter. Je viens de vous envoyer les instructions sur le chat et je vais partager mon écran, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on va faire tout de suite. Très bien, donc j'espère que vous voyez bien mon écran. Je vais vous donner les instructions pour que vous puissiez vous connecter. Voilà. Donc, il faut aller tout simplement sur menti.com et rentrer le code 38 25 14 27. Je répète, allez-y sur menti.com et rentrez le code 38 25 14 27. Sinon, vous pouvez aussi scanner le code qui apparaît sur mon écran depuis votre téléphone portable. Je vais laisser les instructions juste quelques secondes pour que vous puissiez vous connecter. Donc, vous avez toutes les instructions sur le chat. Et je répète juste au cas où, allez-y sur menti.com et rentrez le code 38 25 14 27. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat si vous n'arrivez pas à rejoindre menti.com. Je vais maintenant passer à la première question. Does your country have an assessment policy? Votre pays dispose-t-il d'une politique d'évaluation? Et on commence à voir qu'il y a déjà des réactions et des réponses. 74 personnes ont répondu cette question. Je laisse encore quelques secondes. Voilà, 90 personnes ont répondu. Pour l'instant, la plupart ont répondu yes, oui. Très bien. Je ne sais pas, Eva, si tu veux commencer à dire quelque chose par rapport à ces réponses qui s'affichent dans l'écran. Yes, thank you so much, Amaranta. And I definitely can see that this is. Oui, merci beaucoup, Amarante. Je pense que c'est une tendance très encourageante et c'est la tendance qui ne me surprend guère parce que même dans les pays qui n'ont pas eu une politique d'évaluation à l'époque, il y avait une intention très claire et une volonté très claire de développer cette politique à l'avenir. Donc, je pense que cela est reflété dans vos réponses. Donc, c'est vraiment bon à savoir que ce cadre réglementaire devient de plus en plus fort dans plusieurs pays. Bon, très bien. Donc, nous pouvons maintenant fermer le premier sondage. Merci encore de vos réponses et c'est vraiment très intéressant de voir tout ça. Maintenant, on va revenir à la présentation. Donc, comme je vous disais, nous avons analysé un autre aspect dans cette étude et c'est vraiment le facteur le plus important qui impacte l'utilisation des données. C'est la capacité technique qui sont disponibles à l'échelle nationale. Donc, nous avons vu très clairement que lorsque les évaluations sont introduites dans les pays avec une faible capacité, il y a vraiment en fait un problème pour le système. Le système ne peut pas produire des données. Dans certains pays, il y a eu des cadres très forts qui ont été développés, comme dans le Sénégal, et ces équipes ont vraiment
propulser l'utilisation des données et le développement de ces données. Dans d'autres pays, il y avait quelques défis dans ce domaine. En fait, les capacités de produire et d'utiliser les données étaient beaucoup plus faibles au niveau décentralisé. Donc, il fallait du soutien à ce niveau. Cette recherche a également illustré que les différentes compétences sont nécessaires pour produire et utiliser les données. Pour la production des données, nous avons besoin de connaissances en procédure d'échantillonnage. Et pour l'utilisation des données, nous euh, pensons à des compétences d'interprétation des données. Et ce sont des différentes catégories de compétences. Et très souvent, ces compétences d'utiliser les données sont en fait mises à l'écart. Et ces domaines nécessitent davantage de soutien. Un autre élément, beaucoup d'acteurs ont souligné le manque d'orientation pour utiliser les données. Beaucoup d'acteurs au niveau décentralisé ont mentionné qu'ils comprennent la valeur de ces données, ils comprennent jusqu'à quel point c'est important, mais ils ont vraiment besoin d'orientation pratique sur l'utilisation des données dans le travail quotidien. Et donc, c'était vraiment très important. Reoccurring needs were flagged. L'on a mis en exergue un certain nombre de besoins dans cette recherche, notamment lorsqu'il s'agit du domaine statistique et de l'analyse statistique, mais comme je l'ai dit également, l'interprétation et la traduction des données et leur traduction dans des recommandations politiques. Un autre résultat important qui fait le lien entre les compétences, c'est que les équipes d'évaluation qui sont importantes pour le système d'évaluation dans les pays, très souvent, au sein de ces équipes, il y a une rotation très importante, c'est-à-dire que des personnes formées quittent ces équipes car leurs compétences sont également nécessaires dans d'autres domaines. Et l'interprétation devient encore plus difficile parce que l'équipe de professionnels pour ce faire est souvent assez limitée. Et ceci aboutit souvent à une situation où un petit nombre de personnes font partie des équipes d'évaluation et s'occupent de beaucoup de choses, font une grosse partie du travail et sont donc surchargées de travail. Le principal problème, c'est que même si ces équipes sont à même de mettre en place une évaluation et de mener l'évaluation, il n'y a plus de temps ni d'espace disponible pour évaluer les différents utilisateurs de ces données. Donc, les capacités, les compétences, ces compétences techniques sont réellement au cœur de nos discussions d'aujourd'hui. Et l'une des recommandations importantes qui découle de cette recherche, et j'y reviendrai par la suite, c'est que, bien entendu, les partenaires nationaux doivent se concentrer sur le développement des capacités et la participation aux évaluations nationales croisées. Et c'est pas la seule chose, mais c'est une des façons qui permet au pays d'établir une évaluation et d'avancer. Passons maintenant à la diapositive suivante et regardons un autre facteur important que nous avons analysé et qui est la diffusion des résultats de l'évaluation. Je pense que c'est là une des barrières, un des obstacles le plus souvent mentionnés dans la littérature et de manière générale. Qu'est-ce que nous avons appris? Parce que notre étude a également mis en exergue un certain nombre de points intéressants par rapport à la question. Tout d'abord, nous pensons que très rarement, les modalités de diffusion sont définies de manière stratégique et anticipée. Et ceci aboutit à une situation dans laquelle les activités de diffusion ne sont pas bien coordonnées, ce qui, bien entendu, a un impact négatif sur l'utilisation de ces données d'apprentissage. Ce n'est pas toujours le cas. Et il y a eu un exemple très intéressant. La NIBI a donné des orientations très claires aux acteurs dans le système sur la manière et le moment où les données d'apprentissage doivent être diffusées et partagées avec les différents acteurs. C'était là une bonne pratique très intéressante que nous avons remarquée. Autre élément mis en exergue par l'étude, ce sont les circuits informels de communication et de diffusion
qui, d'une certaine façon, remplacent des circuits de diffusion formels, mais qui ne fonctionnent pas bien. Ceci s'est avéré souvent une bonne pratique parce que cela permettait d'avoir accès aux données lorsque l'on en avait besoin, et néanmoins, les gens qui restaient en dehors de ce circuit informel ne pouvaient pas avoir accès à ces informations, ce qui était un des points négatifs de ce point. Donc, nous voyons qu'il y a des canaux de circuits formels et informels qu'il faudrait renforcer. Et l'étude a également montré que très souvent, les produits de diffusion représentent une petite gamme. Très souvent, on voit des rapports d'évaluation et des rapports des réunions de diffusion, mais nous ne voyons pas plus que cela, ou très rarement. Et les rapports indiquent également clairement qu'un certain nombre de produits de diffusion sont nécessaires pour atteindre différents types de publics. Un autre aspect important, nous avons vu cette interruption du flux d'informations à certains niveaux, du niveau décentralisé au niveau centralisé. Les acteurs au niveau central ont accès aux informations, alors qu'au niveau décentralisé, les acteurs ont beaucoup plus rarement accès à ces informations. Et ceci également était extrêmement important. Et enfin, bien entendu, la question des délais. Et ceci a été réellement au cœur de toutes nos discussions. Lorsque les données d'apprentissage arrivent juste après que le processus annuel de planification annuelle a été terminé, et c'était le cas en Namibie, les acteurs sont tentés d'utiliser les anciennes données ou d'utiliser les données des examens qui sont intéressantes, bien entendu, mais qui donnent des informations différentes. Et nous avons vu quelque chose également, que même dans les évaluations en grande échelle au plan international, souvent les données arrivent tard et le délai est important parce que les utilisateurs ne peuvent pas réellement se baser sur ces informations. Donc, il faut ajuster la planification et les cycles de production des données est une chose très importante. Et enfin, nous avons également noté que malheureusement, le budget dans ce domaine est souvent insuffisant, car s'il y a des coupes à faire, très souvent, malheureusement, c'est au niveau des examens, ce qui a un impact négatif sur l'utilisation des données d'apprentissage. Nous allons maintenant procéder à deux petits sondages. Et vous allez nous parler de votre expérience. Je vais donc redonner la parole à Amaranta qui va vous présenter les deux questions pour ce mini-sondage. Merci beaucoup Yeva. Très bien, je vais partager mon écran. Vous avez les instructions sur le chat. On va utiliser des nouveaux Mentimeter. Très bien, j'espère que vous voyez tous mon écran. Je vais partager les instructions sur l'écran des nouveaux. Donc, allez-y sur menti.com et rentrez le code 38 25 14 27. Je répète, menti.com, code 38 25 14 27. Vous avez également un code que vous pouvez scanner directement depuis votre téléphone portable. Je laisse juste les instructions quelques secondes de plus, sinon vous l'avez aussi sur le chat. Menti.com et le code 38 25 14 27. N'hésitez pas à nous dire si vous avez un problème pour rejoindre menti.com. Très bien. Et on va passer donc à la question numéro 2. Pensez-vous recevoir les résultats des évaluations en temps utile pour vos activités? Et on commence à voir qu'il y a déjà 99 réponses qui s'affichent sur l'écran. Voilà, la plupart ont dit non. Je laisse quelques secondes pour que vous puissiez répondre. Pensez-vous recevoir les résultats des évaluations en temps utile pour vos activités? Voilà, 131 personnes ont répondu. Yeva, est-ce que tu souhaites commenter quelque chose?
Yes, thank you so much, Amaranta. Oui, So- merci beaucoup, Amaranta. Donc, je pense que ceci est tout à fait conforme avec ce que nous avons dit et montre que avoir les informations en temps est une question très importante, notamment lorsqu'il s'agit de données, parce que nous savons que les planificateurs et les décideurs ont besoin de données pour prendre des décisions. Et les informations qui arrivent tard, lorsque les processus sont clos, cela n'a bien entendu plus beaucoup d'intérêt. Donc, merci beaucoup pour vos réponses très claires et nous pourrons bien entendu constater clairement que ceci reste un problème important. Passons maintenant à une autre question qui concerne également encore la diffusion. Tout à fait. Merci beaucoup, Yeva. Quel type de produits de diffusion des résultats d'évaluation trouveriez-vous le plus utile? Vous pouvez choisir jusqu'à 3 options. On commence à voir les premières réponses qui s'affichent sur l'écran. Je vais laisser encore quelques secondes cette question. Donc, quel type de produits de diffusion des résultats des évaluations trouveriez-vous le plus utile? Vous pouvez choisir jusqu'à 3 options. Voilà, 65 personnes ont déjà répondu. C'est super. Merci beaucoup à tous ceux qui répondent ces questions. Yeva, est-ce que tu souhaites commenter quelque chose déjà? On est à 116 personnes qui ont répondu. Yes, thank you so much, Amaranta, once again. Oui, merci beaucoup, Amaranta, encore une fois. Oui, là, nous pouvons voir une fois de plus que les résultats qui résument la situation. Il semble que donc c'est assez important. Il y a les synthèses politiques, les rapports politiques, et ces documents sont importants parce que nous savons que nous n'avons très peu de temps pour utiliser différentes sources de données et qui s'avèrent très pratiques. Mais je suis également heureuse de voir que le rapport technique semble également être important, ainsi que les analyses, et cela illustre également les résultats que nous trouvons dans le livre, à savoir que les 2 types, ou même différents types de diffusion sont importants parce que nous devons pouvoir avoir accès à ces informations, à des éléments plus synthétiques peut-être, mais pour ceux qui en ont besoin et ceux qui veulent revenir dans ces éléments techniques, il faut également qu'il y ait des rapports techniques disponibles qui expliquent l'ensemble de la méthodologie utilisée, ainsi que des éléments plus techniques qui sont présentés. Merci beaucoup. Et je pense que nous pouvons maintenant reprendre le cours de la présentation. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à le voir. Okay. Yes, so let us now move to the Voilà. next. Passons maintenant à la diapositive suivante et nous allons maintenant nous pencher sur le rôle des différents acteurs et plus particulièrement les acteurs qui s'avèrent tellement importants dans cette recherche. Dès le début, nous avons posé cette hypothèse très importante, à savoir que les gens, la dynamique, l'équilibre des pouvoirs sont des éléments très importants qui peuvent impacter l'utilisation des données de l'évaluation, d'évaluation des apprentissages, et que très souvent, on n'y faisait pas suffisamment attention. Et nous avons pu vous constater dans notre recherche à quel point les différents acteurs sont importants. Commençons maintenant par les partenaires internationaux qui étaient également au centre de notre étude. Dans l'ensemble des pays où nous avons travaillé, nous avons constaté qu'ils jouent un rôle extrêmement important dans les systèmes d'évaluation nationale. Très souvent, ils fournissent
le soutien technique et financier pour le développement de ces évaluations et soutiennent l'introduction de l'évaluation d'autres façons également. Et enfin, ce sont des personnes qui font un plaidoyer qui est important pour l'utilisation plus efficace des données d'apprentissage. Et dans le cadre de notre recherche, nous avons constaté que ces différents modes de collaboration n'ont pas le même impact. Dans certains contextes, ceci a permis de créer des relations mutuelles qui ont permis de renforcer les systèmes nationaux. Dans d'autres cas, nous avons constaté que ces efforts, en fait, ont miné l'autonomie nationale et l'appropriation des données d'évaluation d'apprentissage et ont engendré un déséquilibre des rapports qui ont un impact sur les systèmes nationaux, mais également sur l'utilisation des données, car les évaluations des apprentissages sont souvent considérées comme quelque chose d'extérieur ou plus lié à une procédure. Donc, regardons de plus près ces deux types d'équilibres, les plus complexes et les plus positifs. Passons d'abord et commençons par ceux où nous avons constaté un déséquilibre entre les acteurs nationaux et internationaux et ceux qui avaient été à l'origine de la situation. Tout d'abord, bien entendu, le budget disponible, bien entendu, joue toujours un rôle très important parce que lorsque les évaluations dépendent beaucoup du financement extérieur, les autorités nationales ont moins de contrôle et d'appropriation et n'ont pas la même appropriation de ces évaluations. Donc, il peut y avoir des discontinuités au niveau des évaluations et dans certains cas, cela peut amener des partenaires très forts à influencer les modalités d'évaluation et cela n'était pas toujours conforme avec les besoins et les priorités des pays. Nous avons également constaté que dans certains cas, ceci engendrait un chevauchement, une duplication des programmes lorsqu'ils répondaient directement aux partenaires. Un autre élément important, et nous en avons discuté déjà, est l'insuffisance des capacités techniques nationales. Donc, sans aucun doute, lorsque les capacités nationales sont faibles, la participation et le soutien des partenaires internationaux aboutissaient quelquefois à l'externalisation de ces activités d'évaluation, alors que dans certains cas, cela amenait à se poser des questions sur la fiabilité des données et des questions de transparence et d'accès aux données. Et ceci perturbait également le cycle national de gestion des données, car dans certains cas, les données étaient externalisées à des spécialistes extérieurs ou externalisées au profit d'un autre pays, ce qui bien entendu, impacter sur l'engagement des autorités nationales par rapport aux données. Et enfin, la mauvaise coordination entre les acteurs nationaux peuvent s'avérer un obstacle à l'émergence d'un leadership national qui est important. Dans les contextes où nous avons constaté une concurrence entre les différentes équipes chargées de l'évaluation, ceci a amené à manquer de confiance envers les équipes nationales et ceci a impacté l'équilibre global parce que lorsqu'il n'y a pas de leadership national qui émerge, l'équilibre n'est pas là. Donc, certains de ces éléments ont engendré l'absence de l'appropriation de l'évaluation par les pays et une utilisation moindre des données d'évaluation. Mais il est important de constater que nous avons également constaté des exemples positifs et des éléments mutuellement bénéfiques. Le leadership politique joue un rôle extrêmement important, une fois de plus, notamment la pression interne pour développer le système et se concentrer sur les capacités. La Gambie était un très bon exemple. Il y avait un niveau d'engagement politique très élevé pour développer des capacités, des compétences nationales et éviter l'externalisation à tout prix. Et ceci a donné des résultats positifs. Nous avons également constaté que cet équilibre des pouvoirs, ce rapport des forces était présent dans les pays lorsque les acteurs nationaux étaient impliqués dans la gestion des données nationales et lorsque les évaluations des apprentissages étaient conformes aux priorités de l'éducation. Il se peut qu'il y ait eu un ou deux pays qui s'intégraient plus facilement dans un des rapports de force, mais l'important, c'était donc un mélange de ces deux éléments. Regardons maintenant de plus près
Les acteurs nationaux. Tout d'abord, la dynamique entre les acteurs au niveau central et ensuite nous nous pencherons sur les acteurs décentralisés. Ce que nous avons constaté, c'est que tous ces échanges et la dynamique entre les acteurs au niveau central jouent également un rôle très important sur l'utilisation des données d'évaluation. Nous avons également constaté que certaines unités travaillaient en silo et que ceci limitait d'une certaine façon l'utilisation des données d'information. Et ceci n'est pas forcément toujours valide et valable pour simplement l'évaluation des apprentissages, mais pour d'autres questions plus générales. Autre élément également, les informations, le partage des informations n'était pas forcément institutionnalisé et dans le cadre existant, ce qui engendrait ou qui amenait certains acteurs à être exclus de la discussion. Et un autre élément qui est directement lié à cela, c'est que certains acteurs se sentaient exclus de la gestion de l'évaluation et dans une certaine mesure, cela peut être est compréhensible parce que ce sont là des exercices extrêmement techniques et que les équipes d'évaluation doivent rester impartiales dans le processus. Et il est très important d'établir cet équilibre entre le travail pour les techniciens, le travail qui doit être fait, mais en même temps être inclusif pendant tout le processus. Et enfin, nous avons constaté qu'il n'y avait pas toujours un dialogue constructif sur les évaluations de l'apprentissage. Il peut y avoir donc une réunion d'organiser pour discuter les résultats de l'apprentissage, mais très souvent, les acteurs insistaient sur le fait que oui, mais qu'est-ce qui vient ensuite? Il n'y avait pas de discussion critique. Que pouvons-nous faire sur la base de ces résultats? Quelles seront les prochaines étapes? Comment pouvons-nous nous pencher sur différentes sources de l'information et en faire quelque chose? Et c'est là également un élément que nous avons constaté qui était important. Et nous avons essayé de voir quelles sont les causes profondes qui expliquent souvent cette mauvaise collaboration. Et ceci n'était pas nécessairement le cas dans tous les pays. Il est important de le savoir. Et nous avons constaté que cette culture, qui n'est pas une culture écrite au sein des ministères de l'Éducation, peut jouer un rôle important. Dans certains cas, nous avons vu cette culture de la porte ouverte où les gens se parlent très facilement, tapent à la porte les uns des autres, échangent des messages, demandent où sont les données, quand est-ce que je peux y avoir accès, et que tout le monde réellement essaye de travailler ensemble pour partager les données. Ce qui, bien entendu, facilitait l'utilisation des données. Mais nous avons également constaté il y avait des situations où il y avait une concurrence féroce entre les différentes unités impliquées dans la gestion des évaluations. Et dans certains cas, les gens disaient, eh bien, les données nous appartiennent et partager ces données peuvent également engendrer une question de rapport de force. Et il était intéressant de voir et de noter ces différentes cultures et l'impact que cela peut avoir sur l'utilisation des données de l'apprentissage. Et enfin, cette division toujours présente entre techniciens et décideurs politiques que l'IPE a également illustrée dans le passé dans le cadre d'autres recherches. Et il faut assurer un dialogue entre les deux parce que les techniciens et les décideurs, dans le cadre des évaluations, ont des programmes et des objectifs différents, mais devraient travailler ensemble pour faire la meilleure utilisation possible des données d'évaluation des apprentissages. Regardons maintenant la dynamique qui existe entre le niveau central et décentralisé, car c'est là également une question importante que nous avons analysée dans le cadre de notre recherche et nous avons constaté que si les responsables des niveaux décentralisés jouent un rôle extrêmement important pour rassembler, collecter les données et les renvoyer au niveau supérieur, très souvent, il n'y avait pas de retour d'information vers les niveaux décentralisés. Et il y avait donc ce sentiment négatif qui avait l'impression d'avoir travaillé dur et d'avoir contribué dur sans avoir un retour d'information. Dans certains cas, nous avons également noté qu'il y avait donc un échange descendant et que cela avait un impact sur les résultats ou les processus de collecte de données. Et les niveaux décentralisés sont des domaines ou des zones dans lesquelles il faut davantage de soutien. Et ceci, bien entendu, serait bénéfique pour l'évaluation des apprentissages. Et voici donc notre dernière question de sondage concernant la dynamique.
et qui vous demande si vous avez constaté quelque chose de similaire également. Donc, je vais redonner la parole à Amaranta. Merci beaucoup, Yeva. Vous avez les instructions sur le chat. Je partage mon écran pour cette dernière question. Super. Donc là, vous avez la question sur mon écran, mais je vais vous partager d'abord les instructions de nouveau pour voter. Donc, allez-y sur menti.com et rentrez le code 38 25 14 27. Je répète, allez-y sur menti.com et rentrez le code 38 25 14 27. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi scanner le code qui s'affiche sur mon écran depuis votre téléphone portable. Je laisse quelques secondes, les instructions pour que vous puissiez vous connecter. Vous avez de toute façon les instructions sur le chat de comment y accéder. Encore une fois, allez-y sur menti.com et le code 38 25 14 27. Très bien. On passe à la question. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que les évaluations des apprentissages sont gérées selon une approche descendante ou top-down dans votre pays? Et on commence à voir déjà des réponses qui s'affichent. Merci à tous ceux qui prennent le temps de répondre. Il y a déjà 115 réponses. Je ne sais pas, Yeva, si tu souhaites déjà commenter ce que nous sommes en train de voir sur l'écran. What we see on the screen. Yes, thank you so much, Amaranta. Oui, merci beaucoup, Amaranta. Oui, je pense que la tendance est très claire et tout à fait conforme aux résultats de notre recherche, parce que nous voyons que beaucoup de personnes ont dit qu'ils sont tout à fait d'accord avec le fait et que ceci illustre cette approche descendante et les tensions que cela peut créer, comme nous venons juste de le dire. Donc, je pense que ceci soutient réellement fortement notre argument. Il étaye très fortement. Merci beaucoup, Amaranta, et merci beaucoup à tous pour vos réponses. Je pense que nous pouvons maintenant passer à la dernière partie de notre présentation. Donc, concernant cette discussion sur les niveaux centraux et décentralisés et la façon dont ils utilisent les données de l'information, comme nous l'avons dit, le niveau décentralisé joue un rôle très important dans la gestion des évaluations, le rapport, envoyer les données, faire un rapport sur les performances, et le niveau central les aide également dans une certaine mesure, mais nous avons également constaté qu'il y a eu une absence de retour d'informations et sur les évaluations et insuffisamment de soutien. Donc, si nous attendons à ce que le niveau décentralisé soutienne davantage les écoles dans l'utilisation des données, il faut également les soutenir davantage et au niveau du développement des compétences. Et un élément encore très important, c'est que l'un des répondants a dit qu'il est réellement important de faire une recherche approfondie et de se poser des questions. Est-ce que les écoles les utilisent vraiment, ces données? Et est-ce qu'elles appliquent les recommandations de l'analyse? Que font-elles des données? Parce que si nous travaillons là-dessus, il est important de voir si cela fonctionne et ce qu'en font les différents acteurs concernant, donc c'est ce que les différents acteurs font concernant ces questions. Passons maintenant au dernier élément avec une liste finale de réflexion et qui résume un petit peu les discussions d'aujourd'hui, mais également les résultats de notre recherche. Donc, quelques réflexions concernant les différents acteurs avec qui nous avons travaillé tout au long de ce projet de recherche. Il est tout d'abord très important que le ministère et le leadership du ministère de l'Éducation jouent un rôle actif pour définir clairement les objectifs des évaluations, parce que ceci permet d'être plus stratégique et d'utiliser les ressources financières limitées et également de s'assurer qu'il n'y a pas de chevauchement entre les différentes évaluations et qu'elles sont construites de manière à se compléter. Il est également important
d'orienter le système vers un sens du leadership et de l'appropriation nationale. Nous pensons que les acteurs nationaux n'ont pas l'impression de s'être approprié ces données. Ce sont des acteurs actifs et ne peuvent pas toujours utiliser ces données dans leurs activités quotidiennes. Et c'est sans aucun doute un élément extrêmement important. Et ce plan est également très important pour lorsque l'on s'occupe de la conception des évaluations. Très souvent, on se dit, établissons d'abord les évaluations et nous penserons à l'utilisation des données par la suite. Mais en fait, il faut que l'utilisation des données se fasse très tôt, parce que cela va également façonner la conception des évaluations et même le type de questions qui sera posée. Et enfin, il est extrêmement important de s'engager à renforcer les capacités et les compétences nationales dans la production et l'utilisation des données d'apprentissage à différents niveaux administratifs. Parce que sans ces capacités, on peut soit produire, soit utiliser utiliser certains éléments. Les deux ne pourraient pas fonctionner. Parlons maintenant des équipes nationales d'évaluation qui sont au cœur de toutes ces discussions. Il est important également de faciliter et favoriser la compréhension des données d'apprentissage pour les différents acteurs en adaptant les produits de diffusion et leur contenu. Et sans aucun doute, il faut faire le lien entre les données recueillies, analysées et ce que les acteurs peuvent en faire. Il est également important de considérer que le compte-rendu n'est pas la fin d'un cycle d'évaluation et que donner des résultats ne suffit pas parce qu'il faut qu'il y ait en fait ce boucle vertueux de retour d'information pour que les autres acteurs peuvent également en bénéficier. Il faut une réflexion critique, il faut également en fait une réflexion profonde. Nous avons également vu qu'il est très important d'intégrer d'autres acteurs dans la gestion des évaluations. Et il y a toujours une tension entre la technicalité et le côté inclusif. Donc, il est très important d'inclure les différentes parties prenantes lorsque des décisions sont prises. Nous souhaitons également rechercher des synergies avec d'autres sources d'information, notamment des examens. Nous n'avons pas parlé de cela aujourd'hui, mais les examens peuvent vraiment apporter des informations complémentaires. Et quand on combine les examens et les évaluations, cela peut nous donner en fait une image parfaite. Donc, il n'y a pas une seule évaluation qui fournira toutes les informations, ce dont on a besoin. Mais si cette évaluation est utilisée en conjonction avec d'autres éléments, comme les examens, cela peut nous être très utile. Il faut aussi ajuster les cycles d'évaluation aux activités régulières de planification et de budgétisation. Tout paye à son cycle de planification. Il est très important de s'assurer que l'apprentissage se fait à des moments clés. Et ensuite, quelques réflexions pour les partenaires internationaux qui jouaient un rôle très important dans ce processus. Tout d'abord, il faut investir dans les capacités, c'est très important, et transmettre l'expertise et déconseiller l'externalisation dans la mesure du possible. Il est très important de veiller à ce que le soutien octroyé aux évaluations de l'apprentissage soit conforme aux priorités définies avec les plans du secteur de l'éducation et d'autres documents stratégiques nationaux. Et ensuite, il est très important de s'appuyer autant que possible sur les évaluations nationales existantes plutôt que d'en créer de nouvelles, car la création des nouvelles évaluations sans une logique forte pourrait vraiment créer des chevauchements qui peuvent drainer des ressources financières et des ressources humaines. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention et je pense que nous pouvons maintenant commencer la séance questions-réponses. Il semblerait qu'il y avait pas mal de questions qui ont été posées, donc nous avons quand même un tout petit peu de temps pour mener une bonne discussion sur ces questions. Merci beaucoup, Eva, pour cette présentation très riche et très pertinente sur des facteurs clés. Je travaille dans ce domaine depuis 1999 et ça m'a fait penser à plusieurs facteurs, par exemple le turnover et d'autres. Bon, nous avons pas mal de questions. Oui,
Donc, juste pour répondre à des questions communes émanant du chat, oui, le webinaire est enregistré en français et en anglais et les liens et les présentations PowerPoint seront partagés avec vous. Et aussi les liens à la page vers la page l'IPE sera également partagée. Excusez-moi. Donc, on va commencer avec la première question, Eva, qui vient de Yves Ashdar. Pourquoi on, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur les grandes évaluations internationales et non sur les évaluations nationales? Est-ce que parce que les évaluations internationales sont mieux conçues et plus reconnues? C'est la première question. Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est une très bonne question. Juste pour souligner qu'avec dans ce projet de recherche, nous nous sommes penchés sur des évaluations internationales et nationales. Certains pays n'avaient même pas une évaluation internationale ou régionale. Donc, nous sommes penchés sur cela en même temps et je ne dirais pas que les évaluations internationales étaient bien réputées. Peut-être ça vient du débat mondial, mais nous avons vu que les deux évaluations sont très importantes. Parfois, elles ont des fonctions différentes et des objectifs différents. Une évaluation internationale vous permet de vous comparer par rapport aux autres pays et les évaluations nationales vous donnent des informations beaucoup plus spécifiques dont les planificateurs ont besoin. Et cela peut alimenter également les écoles. Donc, je dirais que ces évaluations sont complémentaires et je ne dirais pas que une est plus importante que l'autre. Et moi, je pense que les évaluations nationales ont plus de potentiel pour alimenter la politique nationale par rapport à des évaluations internationales qui sont menées à des échelles plus grandes. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Il y avait une autre question aussi. Il y a eu cette pandémie depuis 2020, pardon. Donc, nous aurions savoir, par rapport à ton expérience, est-ce que tu as vu des approches innovatrices dans la manière de disséminer, de diffuser les résultats, les produits liés à ces grandes enquêtes ou à ces enquêtes nationales, donc pour guider les politiques éducatives? Pourquoi? Parce que avec la pandémie, on a dû faire preuve de créativité, de rechercher d'autres moyens de diffuser les résultats. Par exemple, ce webinaire, c'est un moyen de diffuser nos résultats de recherche, de communiquer avec différents partenaires, avec notre audience. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a eu, dans ce que tu as pu observer, je sais que c'est une question un peu difficile, est-ce que tu as pu remarquer une approche assez innovatrice suite à cette pandémie et peut-être un exemple de best practice en termes de diffusion, de production des résultats, quelque chose qui pourrait aussi nous guider, en fait, nous, acteurs de l'éducation. Merci. Yes, so thank you so much for that. Merci beaucoup de cette question. Oui, comme je vous ai dit, toutes les données pour ce projet de recherche a été recueilli avant mars 2020. Donc, le dernier mois, c'était mars 2020, avant la pandémie. Ce projet de recherche n'a pas permis de recueillir des informations sur comment les données peuvent être partagées ou utilisées pendant la pandémie. Nous savons que certaines évaluations n'ont pas été menées à cause de la pandémie et certaines ont été retardées et la collecte de données, en fait, a repris lorsque la situation sanitaire s'est améliorée. Mais si nous regardons des bonnes pratiques sur comment diffuser les informations, je pense que
les cartes scolaires de Gambie ont été une façon très innovatrice de présenter les résultats de l'école et aussi comment cette école se compare par rapport aux autres écoles dans le district ou dans la région. Et cela a été communiqué à l'échelle de l'école, ce qui a permis des évaluations nationales d'être utilisées pour les exercices de planification scolaire. Donc, c'était une utilisation très directe et les acteurs de l'école ont pu récolter en fait des bénéfices de la richesse de ces données. Merci beaucoup, Eva. Vous avez parlé de la Gambie. Donc, je recommande la lecture de ce livre. Il est disponible en français. La publication a été lancée d'abord en anglais il y a 6 mois. Cela vous donne un résumé de votre travail qui a été mené dans 6 pays. Donc, vous aurez davantage d'informations, des informations plus amples. Nous avons beaucoup de questions, Eva. Peut-être nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions. Avez-vous vu des liens entre MAS et les données sur les évaluations d'apprentissage? Y avait-il une communication entre les deux unités? Est-ce que vous pouvez répéter? Vous parlez de quelles unités en fait? L'EMIS, qui recueillait des données de recensement scolaire. Je pense que c'est une question très intéressante. Peut-être vous pouvez confirmer lorsque vous, lorsque vous collectez les données de recensement scolaire chaque année et il y a des données aussi sur les évaluations. Y a-t-il une communication entre ces deux? Et en fait, c'est un travail dans le même domaine. On produit des données pour alimenter la politique. Donc, dans votre recherche, avez-vous vu des vases communicants, un rapport, une communication entre ces deux unités ou toute pratique? Oui, c'est vrai que nous nous sommes penchés sur ce lien. Il y a un petit chapitre sur cette question et malheureusement, ces différents ensembles de données ne sont pas liés à l'un et l'autre. Les informations des évaluations à grande échelle ne sont pas du tout liées à ces informations. Mais c'est ici qu'il y a le vrai potentiel. Si nous pouvons lier les deux, on peut vraiment avoir davantage d'informations sur ce qui influe l'apprentissage. Et cela peut vraiment constituer une information très importante pour nous. Et donc, il y a ces questions sur certaines évaluations qui sont en fait basées sur l'échantillonnage, d'autres sur le recensement scolaire. Et les questions de les lier existent. Mais il y a certains pays qui ont réfléchi à cela et qui ont essayé de trouver un moyen pour lier ces deux catégories de données pour pouvoir mieux travailler. Nous avons vu dans d'autres pays que c'était des unités tout à fait à part et qui ne travaillaient pas ensemble. Mais oui, c'est vraiment en fait un facteur très important. Alors, je souhaite également dire très rapidement que si vous voulez davantage sur ces éléments, il y a en fait une autre série de webinaires qui a été lancée et toutes les informations que nous avons publiées sont disponibles par pays. Donc, si vous êtes un pays projet, vous pouvez en fait vous pouvez lire les publications dédiées à votre pays. Bon, merci beaucoup. Juste pour réfléchir sur ce que vous avez dit, je travaille sur EMIS et IMAES
C'est vrai qu'avec les évaluations nationales, internationales, nous pouvons recueillir beaucoup d'informations sur les élèves et il ne s'agit pas de mesurer le niveau de connaissance ou de compétence des élèves et des enseignants parfois, mais on peut expliquer cela avec d'autres facteurs. Et, MAS n'est pas, dans des MAS, nous ne recueillons pas le même genre de données, des données si détaillées, mais cela peut venir en complément. Il y avait beaucoup de questions sur pourquoi nous n'utilisons pas des examens, nous ne mentionnons pas des examens. Pourquoi nous nous focalisons uniquement sur les données d'évaluation des apprentissages? Est-ce que je pourrais dire quelque chose sur cela? Parce que c'est très important et je travaille sur cette question. L'objectif des examens est très différent par rapport aux évaluations. Les examens, si je ne me trompe pas, et vous pouvez me corriger si je me trompe, l'objectif principal de l'examen est d'évaluer les individus et de donner une certification à un individu. Mais les évaluations d'apprentissage évaluent le système. On n'évalue pas un individu, on évalue tout un système. On voit quel est le niveau du système à un moment donné, le niveau de réalisation, par exemple, d'accomplissement des élèves en primaire, en secondaire, quel est le paysage global qui est très différent par rapport à un examen individuel. Et c'est pour ça que pour votre étude, Eva, vous vous êtes focalisé essentiellement sur les données d'évaluation des apprentissages et nous ne nous focalisons pas sur les individus. Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison. Et nous, on vous pose souvent cette question et nous voulons vraiment nous pencher sur les évaluations qui sont plus diagnostiques en nature et qui sont censées alimenter les politiques et la planification. Mais cela dit, il est vrai que les examens, dans plusieurs cas, sont utilisés comme de mêmes sources d'informations fiables car les évaluations à grande échelle ne sont pas menées à cause des raisons financières, alors que des examens sont menés chaque année. Donc, très souvent, nous avons besoin du temps, en fait, nous avons besoin des données au bon moment de façon opportune. Et donc, les examens constituent une source d'information très importante. Et l'objectif est de voir comment cela peut fonctionner en complément des évaluations en grande échelle. Et quelle est la complémentarité? Okay, thank you. We are receiving a lot of questions. Donc, nous avons Another beaucoup de question questions. is about a journalist. How can we Et diffuse donc, comment nous pouvons diffuser, bon, nous parlons beaucoup des processus, des facteurs, mais quelqu'un qui peut mettre beaucoup de pression et faire publier les informations, c'est les journalistes. Est-ce que vous avez vu un tel cas pendant votre recherche avec les CP? Est-ce qu'ils peuvent travailler avec les ministères? Est-ce qu'ils peuvent promouvoir l'utilisation des données? Donc, non seulement les praticiens et le système éducatif, mais aussi les écoles, les parents, les autres. Oui, c'est une question très intéressante. Lorsque nous avons commencé ce projet de recherche, nous avons réfléchi au rôle du média et c'est vraiment une question très pertinente. Nous n'avons pas analysé le rôle des médias dans ce projet, mais nous avons vu, lorsque nous avons mené cette analyse de littérature, c'est que les médias peuvent jouer un rôle très important pour créer un effet choc. Donc, il ne s'agit pas de fournir une nuance, une analyse nuancée, mais créer ce sentiment comme quoi quelque chose doit changer, car les résultats sont très médiocres. Donc, très souvent, au passé, nous avons créé les médias ont créé ce effet choc pour voir plus, et cela peut être très positif. Mais
ce qui mérite d'être signalé, c'est qu'il y a cet effet qui peut nous empêcher de voir l'analyse nuancée. Donc, cela peut attirer notre attention à cette question, mais il est très important de voir les rapports techniques pour voir ce qui se passe, pour ce qui a changé et quels sont les différents facteurs qui contribuent. Et ces évaluations recueillent des informations sur les élèves, sur les caractéristiques de l'école, sur les enseignants, et cela peut vraiment être utilisé de plusieurs façons et de façon très utile. Merci beaucoup, Eva. Quand j'ai vu quelque chose dans les nouvelles que la qualité est très médiocre en France, j'étais choqué. Et ma deuxième réaction était d'utiliser le rapport technique. J'ai essayé de trouver les rapports techniques sur le site web du ministère de l'Éducation nationale. Oui, nous avons beaucoup de questions, c'est vrai. Peut-être une toute dernière question ou deux dernières questions. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'il y a en fait un problème de ressources, lorsqu'il n'y a pas assez de budget. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui, c'est une question très difficile et je ne sais pas si je suis en mesure de répondre à cette question, mais comme je vous ai dit pendant la présentation, cette continuité d'évaluation a des effets négatifs sur l'utilisation. Donc, dans la mesure du possible, un financement fiable est important. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a pas de financement? Il y a plusieurs façons de jouer avec les modalités. Par exemple, une évaluation basée sur les échantillons est plus économe que les évaluations basées sur les recensements scolaires. Dans certains pays, nous avons vu qu'ils ne veulent pas d'évaluation basée sur l'échantillage et nous ferons le nécessaire pour avoir le budget pour faire une évaluation basée sur le recensement. Donc, il faut travailler sur les modalités d'évaluation. Yes, maybe the question for you was not only for you, but for all the education community. C'était pas uniquement une question pour vous, mais pour toute la communauté éducative. Avec des ressources limitées, il faut être plus créatif. Tout d'abord, il faut être conscient de ces facteurs. Et quand je vous écoute, Léva, je me disais, comment utiliser ce que vous avez dit pour mon propre pays? Peut-être faut-il faire un diagnostic sur les facteurs que vous avez énoncés. Quels sont les facteurs qui peuvent affecter l'utilisation de ces données dans mon pays? Bien, nous arrivons pratiquement au terme de ce webinaire. Peut-être une dernière question, Léva. Vous êtes d'accord? Cela concerne l'absence d'appropriation par le pays. Peut-être je vais parler en français. Nous avons soulevé la question. Un enjeu extrêmement important, c'est l'ownership des pays lorsqu'on mène une activité. Surtout dans ce domaine-là de l'évaluation des performances scolaires. On sait qu'il y a un gros besoin de renforcement des capacités. Est-ce que la décision de participer à ces grandes études régionales ou internationales est en fait un moyen approprié peut-être de développer, de renforcer les compétences nationales? Est-ce que c'est un des moyens? Est-ce que c'est le seul moyen? Est-ce qu'il existe d'autres moyens aussi de renforcer les capacités nationales pour mener à bien ces études, mais aussi pour utiliser ces données-là?
Yes, thank you. Thank you so much. This is indeed also a very important question Merci because beaucoup. C'est également une question extrêmement importante parce que nous avons constaté ce lien entre l'appropriation et les compétences. Et bien entendu, il faut un niveau de compétence pour avoir l'appropriation de votre système d'évaluation. Et oui, comme nous l'avons dit, la participation aux grandes évaluations est une des façons de développer ces capacités et ce pourrait être une bonne option. Néanmoins, il est également important de comprendre qu'il y a toujours les coûts d'opportunité parce que lorsque les pays sont impliqués dans des évaluations régionales et internationales multiples, ceci implique des ressources humaines et nous avons parlé de la rareté de ces professionnels, de ces professionnels dans le système qui poussent vers ces grandes évaluations internationales et ce sont les petites régionales qui peuvent en souffrir. Oui, c'est une façon, ce n'est pas l'unique façon. Il y a d'autres façons de développer ces compétences et je pense qu'il est également important de fixer les objectifs pour les évaluations, ce que vous voulez en faire. Et si informer la politique nationale avec ces évaluations, les résultats de ces évaluations est important pour votre système, alors il est important d'établir cet équilibre entre les deux. Merci beaucoup, Eva. Thank you. Conclure ce webinaire extrêmement riche, extrêmement intéressant. Je ne sais pas si tu veux dire un dernier commentaire, Eva, ou une dernière chose, ou je conclus directement. No, maybe just, yeah, very quickly. Thank you so much. Peut-être très rapidement vous dire que je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez accordé. Je suis très heureuse de voir qu'il y a eu autant de personnes qui ont participé aux discussions et que tant de personnes étaient intéressées par ces discussions. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Il y a Béatrice aussi. Béatrice, would you like to say a final word before Béatrice, les mots de la fin avant que je ne termine ce webinaire? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lieva. C'est quelque chose de très riche et l'aspect bilingue est, je dois dire, une valeur ajoutée de notre côté. Nous essayons de tenir compte de nos orateurs francophones et anglophones. Les 40% étaient francophones et 60% anglophones. Donc, nous avons les deux présentations également dans les deux langues. La présentation, pardon, dans les deux langues. Nous avions des interprètes et je voulais vous remercier, Eva, et remercier Stéphanie. Comme je l'ai déjà dit, cela fait partie du cours que nous proposons. Donc, nous avons un groupe de 37 participants qui suivent ce cours et pendant 6 semaines et qui vont obtenir suite à cela un certificat de l'IPE qui prouvant leurs compétences dans l'utilisation des études d'évaluation des performances pour mesurer le progrès vers les ODD. Comme je l'ai dit dès le début, c'est un de nos nombreux cours. Nous en avons beaucoup de similaires et je voudrais profiter de l'occasion parce que, comme je l'ai déjà dit, l'accent est mis sur l'IPE qui aide les apprenants à développer des compétences pour gérer et mener les systèmes d'éducation. Nous avons également d'autres personnes derrière en coulisses, Laura Pavio, Yonju, Amaranta et nos interprètes qui ont participé. Vous ne pouvez pas les voir leur visage, mais ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et je voudrais donc les remercier également, ainsi que les interprètes. Je suis très fière de cette équipe. Je pense qu'ils font un très bon travail et nous cherchons toujours à améliorer. Donc, nous allons continuer à vous offrir des opportunités d'apprentissage. Donc, merci beaucoup à tous et je vais laisser la parole à Stéphanie pour les derniers mots de clôture de ce séminaire. Merci beaucoup, Béatrice. Et je vais maintenant clore ce webinaire en français. Ce webinaire, même si je n'ai pas envie de le fermer, j'ai envie de continuer. Merci beaucoup, Eva. C'est un plaisir de te recevoir et de travailler avec toi. Une nouvelle fois, je rappelle les collègues que vous avez, les participants. Nous étions 350 aujourd'hui, ce qui est assez énorme. Donc, je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez à notre travail, mais aussi de l'importance
de cette thématique-là. Je vous rappelle que la publication de Yeva est disponible, elle vient juste d'être lancée en français et en anglais, et le domaine public. Nous vous avons mis sur le chat les liens vers le cours spécialisé, le lien vers le programme de recherche qu'a mené Yeva, extrêmement bien détaillé. Vous avez d'autres webinaires aussi que Yeva a mentionné. Et enfin, le portail de l'apprentissage de l'IPE, car vous avez un portail là-dessus. Une dernière note, je voudrais remercier aussi toute l'équipe de l'IPE. C'est toujours un plaisir de travailler avec les collègues. Comme vous pouvez voir, c'est très professionnel, c'est très agréable. Et remercier tous nos participants qui étaient ici. Vous allez recevoir d'ici quelques jours un lien vers une enquête de satisfaction par rapport à ce webinaire. Il est très important d'avoir vos retours et de savoir ce que vous en avez pensé. C'est un questionnaire anonyme, donc n'hésitez pas à y répondre. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très bonne continuation. Moi, je continue avec mon cours en ligne, encore 4 semaines, et avec nos participants, j'ai pu voir sur le chat qui était avec nous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Yeva, Béatrice, toute l'équipe de l'IPE et nos interprètes. Merci, au revoir, une bonne journée. Bye. Thank you so much. Bye. Thank you, Au revoir, everybody. merci. Au revoir, merci à tous d'avoir été des nôtres et nous espérons vous avoir dans les cours à venir comme les pays où il y a des problèmes de crise et l'éducation en situation de crise. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Bye. Yeva. Au revoir.